Bonjour les amis, une fois n'est pas coutume, mais aujourd'hui je vais laisser mon vélo ici parce que là où je vais, il ne me sera absolument pas utile. Allez, suivez-moi, on va grimper cette belle envolée d'escalier. Et voilà, bienvenue sur la Coulée Verte, cette magnifique promenade entièrement aménagée sur l'ancienne voie ferrée qui reliait autrefois Vincennes à la Bastille. Actuellement, je me trouve à 9 mètres au-dessus du sol. Et vous savez pas quoi? Eh bien, on peut traverser tout le 12e arrondissement sans jamais croiser une voiture. C'est pas génial, ça? Check it out now. En piste pour une balade verdoyante et artistique dans ce nouveau numéro de Paname. Avec Denis, Yvan vous fera découvrir un nouveau lieu festif et atypique dans un ancien entrepôt SNCF. C'est une douce utopie. Avec Frédéric, il sera également question de voie ferrée, d'une jolie gare et de belles roses. C'est un symbole par rapport au lieu qu'on va découvrir. Avec Michel, on voyagera dans le temps sous ces sublimes ombrelles. Une passion dévorante depuis tout petit. C'était mon mécano, moi, le parapluie, quand j'étais gamin. Et grâce à Hervé, les 60 voûtes du Viaduc des Arts n'auront plus aucun secret pour vous. L'artisanat à Paris se fabrique à Paris. Mais pour commencer, prenons un peu de hauteur. Ce jardin urbain et linéaire est un vrai havre de paix et a même inspiré la High Line de New York. Pascal, le jardinier, est un vrai passionné tout comme Yvan. Ça promet. Salut Pascal. Salut Yvan. C'est une orange là. Un petit peu, mais ça va le faire. On est en train de tailler là, tu vois. C'est quoi comme œil ça? Ça, c'est des Edainus et Benji. Ça pousse partout. Il y en a beaucoup en bord de mer. Ça craint rien, c'est facile à tailler. Et il y en a beaucoup sur le viaduc et ça le fait quoi. Il y a beaucoup d'œufs sur le viaduc. Ah bah, on peut considérer que sur 1,4 km du viaduc, il y a pratiquement que de la haie, entre autres. Entre autres. Il y a quand même des arbres aussi. Évidemment. Il y a et pas des de- arbustes. Et il n'y a pas de fleurs. Il y a de la fleur au printemps. Ah bon? Faudra venir au printemps. Vous êtes combien à entretenir ça? On est 4 personnes, 2 jardiniers et deux dans le nettoyage, l'entretien, etc., etc. Donc faut que ce soit propre. Ça l'est. Dans un Je te premier temps. confirme, Ça l'est? c'est très beau. Merci. C'est super beau chez vous. T'as un truc à me demander ou pas? Tu peux tailler mes chez moi? Faut que ce soit un endroit présentable. Oui. Et vivant évidemment. Et vivant. Alors ça, pour être vivant, c'est un endroit énergisant. C'est vrai? Ah ouais, moi je le prends comme ça. Comment ça? Raconte-moi. Parce que symboliquement, on est au-dessus du boulevard. On est en hauteur, on est au viaduc des Arts. Ouais. Au-dessus des arches là. Ouais, absolument. On est déjà au-dessus de la mêlée, si j'ose dire. Une jolie mêlée, mais on est quand même au-dessus de la mêlée. Et symboliquement, on a quand même le sentiment de flotter un peu. On a quand même beaucoup de chance, quoi. Il y a une énergie positive, évidemment, à travers milliers de végétaux qui poussent. Et on est là pour entretenir tout ça. Donc on se nourrit de ça. Tu vois, tu comprends Je comprends, je ce comprends. que je veux dire? Donc là, tu te sens bien là. Ah, complètement. Quand Moi, tu, c'est un le endroit matin, que quand tu j'adore. arrives ici, c'est... Ah ouais, et puis je me dis, voilà, je suis pas là par hasard, j'ai un job à faire, j'ai une mission. Ouais, au niveau des essences, qu'est-ce qu'il y a comme? Il y a des arbres ou pas? Il y a des tilleuls, des tilleuls tout le long. On peut comparer le viaduc des Arts à une grande jardinière. Jardinière sur un balcon parisien, puisqu'on est à Paris. Ouais. Donc imagine qu'il n'y a pas énormément de terre. Ben là, c'est pareil, à l'échelle du viaduc. Il y a 1,50 m, 1,20 m, 1,50 m, pas plus de terre au niveau des tilleuls, qui sont plantés, quand on observe le viaduc à l'extérieur, au niveau de la courbure des arches. Ah, dans le creux voilà, de l'arche là. ils sont plantés là. Là, ils ont un peu plus de terre, Un peu plus de 1,50 m. terre, Ça ouais. leur suffit? A priori, ça suffit, ils sont là depuis 30 ans. Oui, ils ont l'air en forme. Ça le fait, en pleine forme. Et puis tout ce qui est arbustes, etc., là, tu as 80 cm de terre. 80 C'est pas énorme. ça, Donc tu ouais. as une concurrence racinaire énorme. Ah bah quoi. ouais. J'ai très envie de faire un tour avec ton camion. Allons-y. Oh, j'adore. C'est joli, hein, comme on est. Bonjour, merci. Bonjour, merci. On a un petit avertisseur, tu vois, pour
pour prévenir les gens de notre arrivée, parce qu'il y a plein de gens qui évidemment tombent des nues quand Ils ne bougent pas d'ailleurs. La cohabitation des fois est compliquée. avec les joggers, ouais, c'est Ah oui. un petit peu compliqué. Parce que quand tu cours, tu es dans ton truc, quoi, dans ton trip, et tu n'as pas conscience que tu peux déranger les flâneurs, etc. Merci. Elle t'entend pas du tout. Elle t'entend pas. Elle est complètement dans ses écouteurs là. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a été planté quand exactement ça, Alors- cette promenade? En 1987, c'est une ancienne voie ferrée. Oui, ça doit faire, ouais. La SNCF a laissé tomber dans les années 60, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Donc c'est Dernier resté train, ouais, des années fermé au public, et il y avait juste les rails, il n'y avait rien, quoi. Et en 87, ça a donc ouvert. Ça fait 30 ans. Mais c'est dingue ce qu'il fait lui. Oui, regarde, c'est impressionnant. Ouais, ouais. Il y a à peu près un an, la mairie de Paris a choisi d'installer des agrès pour le plaisir des Parisiens. Sympa. Ah, c'est vachement sympa, ouais. Ça a ramené une clientèle, comment dire, des gens beaucoup plus dynamiques. C'est sympa parce que c'est un endroit complètement ouvert à tout le monde, quoi. Ouais. Ça, c'est bien. Donc on peut tout faire ici, faire du sport, se promener, méditer. Discuter, relationner, sandwicher, s'endormir sur les bancs, C'est vrai? philosopher. Pourquoi pas? Tout est possible. On voit que tu l'aimes toi, cet endroit. Ah bah j'aime beaucoup parce que je m'y sens bien et puis j'y passe beaucoup de temps, quoi, c'est mon job. Donc je te dis, moi j'ai le sentiment d'avoir une mission ici. Et que ça se passe bien avec les gens et puis après ça roule, quoi. C'est drôle cet endroit, cet immeuble. Ah, ça c'est un endroit que j'adore. C'est un endroit que j'adore avec les statues là qui interpellent pratiquement tout le monde. C'est vrai? Bah oui, c'est quand même anachronique, c'est assez classe quand même comme statue. Bah oui. Bon, d'après ce que j'ai compris, c'est des répliques de Michel-Ange. Ouais. L'original serait au Louvre. Est-ce que c'est vrai? Je trouve ça vachement beau. Voilà, offert aux Parisiens encore une fois. Et puis c'est complètement en face de notre vestiaire. L'endroit C'est où sympa. on attaque le boulot le matin, c'est vachement sympa. Merci beaucoup. De rien, Franchement, Yvan, c'était c'était super sympa. un Belle plaisir. balade, belle découverte et votre jardin, il est top. Changez rien. Merci beaucoup. Surtout pas vous. Merci. Allez, zou, une glissade et Yvan se retrouve en bas, sur l'avenue Doménil. Direction chez Hervé, ébéniste, dans sa belle voûte du viaduc des Arts. Salut Hervé. Salut Yvan, bienvenue à l'atelier. Merci. Donc c'est vraiment un vrai atelier avec des vraies machines qui coupent du vrai bois. Ah oui, c'est un vrai atelier en fait. On travaille ici au viaduc. On est 4 à travailler, on fait du mobilier sur mesure. C'est un cadre formidable pour faire Ah, ça. on a beaucoup de chance là, oui. Venir travailler tous les matins, c'est un réel plaisir dans cette voûte historique. Puis les gens peuvent nous voir travailler, c'est aussi ça le côté sympa, quoi. Qu'est-ce que tu fais précisément ici, toi, comme type de meuble? C'est quoi? Que du mobilier sur mesure en fait. Et vous êtes combien en tout d'artisans? On est une quarantaine d'artisans sur le viaduc des Arts pour une 60aine de voûtes. Tu me montres un peu comment ça fonctionne? Oui, avec grand plaisir. La volonté de la mairie de Paris, c'était de trouver une place pour les artisans. Oui, on est quand même dans le quartier historique, 11e, 12e arrondissement. Le faubourg Saint-Antoine changeait. Et donc, il fallait retrouver des endroits pour installer l'artisanat. C'était quoi avant ici? Qu'est-ce qu'il y avait? C'était des garages, c'était des entrepôts de la SNCF. Pas vraiment un lieu de vie. Alors l'artisan, il a des obligations. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit travailler ici, il doit fabriquer obligatoirement? Oui, évidemment, c'est important. Oui. Il faut fabriquer dans notre voûte. C'est un des critères de vouloir faire en sorte que en fait, ce lieu vive aussi et que les gens puissent encore se rendre compte que l'artisanat à Paris se fabrique à Paris. Les métiers qui sont représentés sont lesquels? Évidemment, métier du bois, ébéniste, métier du cuir, bottier, sac, mode, verrier. On passe devant chez Jérémy, qui souffle le verre. C'est une formidable vitrine en même temps. Oui, non, mais c'est extraordinaire. Oui. Et puis, c'est aussi faire connaître nos métiers. Les enfants qui passent ici découvrent aussi des métiers peut-être auxquels ils n'ont pas pensé. Il y a aussi dans ce cadre-là les Journées européennes des métiers d'art au mois d'avril, où là évidemment les ateliers sont ouverts, où on fait des portes ouvertes, où on accueille les enfants, on fait des ateliers
pour faire découvrir nos métiers. Les ateliers sont de plus en plus grands, plus on avance, c'est ça? Toutes les voûtes sont différentes, hein. L'avenue de Ménil descend et en fait, plus on arrive vers Bastille, plus les voûtes sont hautes. Ah, pour Donc, rattraper le dénivelé. Et d'accord. oui, donc D'accord. et oui, la voie de chemin de fer, elle Il faut toujours que ça était soit horizontal. Ouais. Ouais. droite. Là, on arrive chez qui? On arrive chez Michel, en fait, parasolier. Métier unique, ça, pratiquement. Alors oui, un métier d'exception et il reforme des gens justement pour faire en sorte que le métier perdure. Je te laisse, je vais aller voir Michel. My heart is near, my love has gone away. And tell me true, my heart is new. Bonjour Michel. Ah, Yvan. Comment bonjour. tu vas? Quelle maison incroyable. C'est spécial, hein. Bah oui, c'est spécial, c'est rare. C'est une parasolerie, quoi, tout simplement. Une parasolerie. C'est rare aujourd'hui, mais c'était pas rare hier. Ouais, mais c'est quoi un parasolier? J'ai jamais entendu parler de ça. La parasolerie, c'est le terme générique déjà pour dire parapluie, ombrelle, parasol. Elle existait dans tous les quartiers de toute la France, en Europe en général, dans tous les pays. C'est comme un cordonnier, voilà, c'est l'endroit où vous pouvez faire réparer, restaurer, recouvrir ou acheter un parapluie. Donc toi, tu fais tout ça maintenant? Eh oui. Ça peut aller des parapluies contemporains, je veux dire, de haute facture, comme la réalisation de pièces pour un film historique. Et puis après, d'abord, avant tout ça, je suis d'abord collectionneur. C'est en étant collectionneur que je suis devenu restaurateur et après créateur. Ça a démarré comme ça? Oui. Et comment ça a démarré cette passion pour la collection des parapluies? Tout gamin. C'était mon mécano, moi, le parapluie, quand j'étais gamin. Quand vous voyez une mécanique, je veux dire, ouais. tout est articulé, voilà, c'est des baleines, on est au millimètre et tout, ça me fascinait tout ça. T'avais quel âge? Ah bah, je m'accrochais au parapluie qui passait, j'avais 3 ans, à 8 ans je le maîtrisais. Voilà, j'avais déjà des tiroirs avec des baleines et tout quand j'étais gamin, c'était mon mécano quoi. Et après, à partir de l'âge de 18 ans, 20 ans, quand je suis arrivé à Paris, que j'ai commencé à gagner ma vie, là, je suis devenu collectionneur, mais fou quoi. Je veux dire, j'ai dépensé tout mon argent dans la collection. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez le parapluie comme quelque chose de banal, qui vaut 3 francs 6 sous, vous cassez, vous jetez. Oui, qu'on ça n'a oublie partout. aucun intérêt. Dans d'autres temps, je dirais, les objets étaient chers, étaient coûteux, et l'art était dans tout le quotidien. Donc voilà, ce qui donnait la valeur à l'objet. L'heure de gloire du parapluie, c'est quelle époque? L'heure de gloire en France. Oui, je veux dire, parce qu'il est toujours dans la gloire. Hein. Je veux dire, dès qu'il pleut 3 gouttes, les gens voient un parapluie. Je veux dire, mais c'est drôle. ça a été aussi un objet de mode. Là où on a créé les plus belles pièces, je vais dire, vraiment, la période phare sur 100 ans, ça va être 1850, 1950. Là, alors, il y a eu une créativité absolument incroyable et infinie. Cette ombrelle-là, par exemple, ça, c'était fait pour les corbeilles de mariée. Ça, c'était ce qu'il y avait de plus cher en 1860. Au bon marché, par exemple. Ah d'accord, au bon marché. Voilà, au bon toujours marché. Le bon marché, toujours cher. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui pouvaient sculpter des choses aussi finement dans un monde où la vie était dure et rude, où nous, on a tous des lunettes impeccables, on a des lumières fabuleuses. Je veux dire, et j'adore m'imaginer le contexte dans lequel l'homme qui a sculpté ça a fait ça, sa vie, et pouvoir sortir une pièce aussi sublime. Je veux dire, de finesse et de raffinement. En 1860, la France exportait environ 5 à 6 millions de parapluies et d'ombrelles dans le monde. Et en 1900-1910, elle exportait entre 40 et 50 millions de parapluies et d'ombrelles par an. Ça faisait travailler 100 000 personnes. Aujourd'hui, on a des lunettes de soleil. Ouais. À l'époque, il n'y en avait pas. Et donc, ça, il n'y a rien de mieux pour se parer d'un rayon. Il n'y a rien de mieux que ça. It's okay. Someday I'm gonna be with you. Regarde, ça c'est très beau ça. C'est une ombrelle de 1880. Alors ça a été fait en Asie. Après l'ombrelle, elle est de 1880 d'ici. Voilà. Quand tu imagines que ça, ce pavillon de dentelle a été fait d'une seule pièce à la main. Waouh. Donc ça représente environ 2 ans de travail pour une fille. Hein. Là, on est en 1915. À cette époque-là, les femmes étaient habillées avec des jupes entravées, des chapeaux gigantesques, et elles allaient à Longchamp se montrer tout ça. Et donc, il y avait dans la parasolerie une création absolument incroyable dans les formes, les styles. Et là-dessus, il y a un boulot de dingue parce que chaque frange est faite à la main et tout. Ça, cette pièce, c'est une pièce originale. Je n'y ai pas touché, je l'ai juste nettoyée. C'est quand même incroyable de s'imaginer qu'une femme est sortie avec ça au soleil. Je veux dire, il fallait oser, hein.
Et là, tu as le bois, c'est du bois de palmier, une bague en or, et ça, c'est de l'écaille de tortue avec des incrustations d'étoiles en or, et le chiffre de la personne à qui ça appartenait. Ça, c'est des parapluies pour hommes, hein, un homme élégant. Alors voilà, il est dans cet état, tu vois. Mais pour moi, c'est parfait, quoi. Je veux dire, c'est une très très belle pièce. Après, il faut juste le restaurer, le remettre dans son état d'origine. Bah tiens, tu veux voir des pièces anciennes, il y en a quelques-unes là. C'est de la corne de bélier sculptée. Je veux dire, tu vois, c'est un oiseau. Et la particularité, c'est un parapluie pour homme de 1870. Et là, sa particularité, c'est d'avoir tu appuies sur un petit bouton, tu as une sorte de dague. De dague, comme ça, hyper pointue. Alors, c'était fait à Tolède, hein, la plupart du temps. Tu vois, c'est très ouvragé, c'est sublime. Et c'était vraiment fait pour se défendre? Oui, parce qu'il n'y a plus de chiens errants aujourd'hui. Ah oui. Il n'y a plus de chiens qui ont la rage plutôt. Ouais. Mais à l'époque, un chien qui te fonce dessus, qui est agressif, je veux dire, ou un cheval fou, voilà, eh ben, il fallait pouvoir l'embrocher. Là, tu as une canne qui est en ébène du Gabon, qui est faite par Jean-Luc Fayet, qui est le dernier fabricant de cannes en France, qui sait courber des bois précieux. Parce que le bois, il est courbé, hein, la vapeur. Hein. Et après, un parapluie, pour te dire, un parapluie, normalement, il doit avoir... un peu comme une portière de voiture. D'accord. Voilà. Et là, c'est la preuve d'une hypertension. C'est la preuve, tu vois, des baleines qui ont les côtes qui poussent comme ça. Et cette courbure qui est là, qui était à la base une ligne droite. On déforme la matière, la vapeur. C'est la technique du 19e siècle. Hein. Je veux dire, moi, j'ai rien inventé, j'ai juste retrouvé. Donc ça, je veux dire, normalement, ben, on le lègue après à ses enfants. Il doit perdurer dans la famille. Combien le prix? Oui. Alors, ce modèle-là est à 1 800 €, cher monsieur. En sachant que c'est quand même les choses les plus belles qui soient. Hein. C'est vrai? Là, ça, c'est de l'argent, ça, c'est de l'argent, de l'ébène du Gabon et du damas de soie. Bon, bah, très bien. Merci. Que demander? Merci, Michel, c'est très gentil. Yvan retrouve la coulée verte direction Vincennes. Cadran solaire, passerait les jardins, on se croirait presque à la campagne. Frédéric l'attend devant la très jolie petite gare de Reuilly pour une nouvelle histoire. Oh, Frédéric! Un rosier. Qui pique? Ouais. Ah oui, attention. Qu'est-ce que vous faites avec cette belle rose? C'est un symbole par rapport au lieu qu'on va découvrir. Ça a été créé en 1800. Ça a commencé à être créé en 1869. Chemin de fer de l'Est, ça veut dire qu'on a voulu dédoubler la ligne existante qui partait de la gare de l'Est par sécurité. Vous savez, l'ennemi venait plus de l'Est que d'ailleurs au 19e siècle. Donc on voulait avoir cette sécurité. Cette ligne qui part de la Bastille. Il y avait une gare d'ailleurs à l'origine qui a été emportée par la construction de l'Opéra Bastille. Et puis ça nous emmène jusqu'à Vincennes, et puis après Joinville-le-Pont, et puis après ça va jusqu'à Grésy-Suisse, jusqu'à Brie-contre-Robert, où justement sont vendues les roses qui arrivent à Paris. Mais ça, je vous le raconte tout à l'heure. Voyager sur cette ancienne voie. Oui, alors à l'aller, on avait les passagers qui allaient évidemment canoter, danser, chanter sur les bords de Marne, ou rentrer chez eux tout simplement. Et puis au retour, on avait les trains chargés de roses, de centaines de roses. Et puis, mignonne, cette petite gare. Bah oui. Mais alors attention, il ne faut pas confondre avec, vous savez, ce qu'on appelle la petite ceinture. Ah bah non, c'est là-bas la petite ceinture, ça fait le tour de Exactement. Paris. Voilà, là, ça fait c'est le tour transversal. Là, on est vraiment sur une ligne de chemin de fer. Alors à l'intérieur, tout cela a évidemment été changé. Hein. On n'accueille plus maintenant de passagers. Mais c'est un lieu absolument très important pour les Parisiennes et les Parisiens. C'est ce que je vais vous dire. Entrez donc à l'intérieur. Ah oui. Ah oui, c'est plus vraiment l'ambiance d'une gare, là. Ah non, ça a changé depuis la fin des années 60, 1960. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un équipement de la ville de Paris qui accueille les associations. Donc c'est un lieu très citoyen, ce qui finalement ne change pas par rapport à une gare, si on réfléchit bien. Alors, oui, imaginons, on ferme les yeux, là on est dans les années 20, qu'est-ce qui se passe là? Alors imaginez les bruits. D'abord les enfants qui courent partout, qui crient. Les valises, on bute dans les valises. Il y a les mamans, les papas, les grands-parents qui sont là. On a la canne à pêche parce qu'on va peut-être aller sur les bords de Marne. Ou alors on va un peu plus loin pour cueillir quelques fleurs. On se promène dans la campagne ou on va rentrer chez soi. Et puis alors à l'extérieur, il y a le sifflet du chef de gare. Et puis il y a ces trains, les trains à vapeur. Ça fait un bruit, ça fait une fumée. Vous venez voir les voies? Les quais étaient là-bas? Bah oui. Allez, on va sur Ginette. Et là, on est pratiquement sur les quais, sur les voies. C'était ici. Voilà, exactement, ici, puis derrière vous, un petit peu. Alors, des voies qui accueillaient 32 trains par jour. Ah, c'est énorme dans chaque sens.
Ah oui. 32 Ah qui oui. partaient vers le Val-de-Marne et 32 qui en arrivaient. 66 km à franchir. Avec les roses. Ah, alors revenez avec les roses qui allaient vers le carreau des Halles, transportés par des voitures à cheval. Alors moi, je vais prendre à nouveau la coulée verte. Ah oui. Je vais aller dans une autre gare, la gare de Lyon, sur les quais, là. Je vais boire un coup. Bah très bien. Bah, alors à la Une vôtre. bonne idée. Et Vous me puis- ferez votre rose? Ah bah si, je vous Oh, la. c'est gentil. En attendant, j'attends le train, moi. Oui. Allez. Vous allez attendre longtemps, à mon avis. À mais tout bon. à l'heure. Faites ce que vous voulez. Hein. 1, 2, 3, and all is alright. And up, and up, and up. Décidément, les rails et les gares structurent ce coin du 12e arrondissement. En face du viaduc des Arts, dans une ancienne halle de tri de la Poste, une bande de fêtards, organisateurs d'événements, a créé un lieu atypique à la déco assez tendance. 1, 2, 3, and all is alright. Jardin, bar, food trucks, ici on se retrouve pour boire un verre et grignoter. Mais pas que. Salut, Mickaël. Bonjour Ça Yvan, va enchanté, bienvenue. Merci, je veux goûter à l'une de tes spécialités. C'est la truite fumée à chaud, Ici, dans le camion, dans le camion. t'as un fumoir? J'ai un fumoir, je reçois le poisson frais, la truite frais tous les matins et on le fume nous-mêmes. C'est une ancienne tradition scandinave, c'est-à-dire que ça cuit et ça fume en même temps dans un four. Et donc la viande devient très tendre, on peut la manger avec la cuillère carrément. C'est un goût de fumée? C'est un goût de fumée, c'est un goût merveilleux et je ne comprends pas pourquoi c'est pas déjà connu en France. C'était là pour ça. Mais je suis là pour ça. Fais-moi goûter. Fais-moi goûter. Mais Est-ce qu'il y a je- quelque chose à goûter? Oui, ok. Ouais. Say bye or say hello. Préparé par Camilla avec beaucoup d'amour. Ah, bah oui, j'espère, Camilla. Merci, Camilla. Ah oui. Ah, effectivement, c'est différent. C'est moins gras. C'est bon. C'est bon? Ah oui, Je suis très content. c'est super bon même. Merci, Mickaël. Merci à toi. Merci Yvan. That is life. 1, 2, 3, and all is alright. And up, Denis, j'imagine que Ground Control, c'est un hommage à David Bowie. Exactement. En fait, c'est un hommage à cette chanson, Space Oddity. Puis ça a une connexion aussi, signification particulière, parce qu'on parle de ground control, reprendre contact avec la Terre et remettre ses deux pieds sur la planète, parce que voilà, c'est un peu le projet de ground control. Mais là, on a plutôt les deux pieds sur le bitume ici. On est sur le bitume, mais là-bas, on a des potagers, on a de l'agriculture urbaine. Ça veut dire qu'on peut prendre des cours de jardinage? Alors ici, on aura des cours de jardinage et il y aura des connexions avec la ferme de Galie qui s'est installée à Saint-Denis. Ici, c'est un lieu de vie, hein, c'est un lieu de culture, de consommation, de production, de partage d'idées, partage de savoir. C'est une douce utopie. Donc c'est un lieu à la fois où on se fait plaisir, où on se retrouve pour manger et boire des coups, mais c'est aussi un lieu où on va essayer de comprendre un peu le monde qui nous entoure et peut-être être un peu plus sensible à ce qui sera. Mais il y a vraiment une vraie démarche militante. Citoyenne en tout cas, de se dire qu'on a la chance de pouvoir occuper un lieu comme celui-là pendant 2 ans et demi et de pouvoir y reconstituer un écosystème un peu différent. Tous les acteurs qui sont là ont un objectif au-delà de vendre leurs produits et de bien le faire, c'est de partager ce qu'ils font et leur passion. Donc ils ont tous des choses à raconter sur le produit qu'ils vont sourcer, sur la manière de faire des choses. Donc il va y avoir des masterclass, des cours, des mini-conférences, des tables rondes. Et on va inviter tous les gens qui ont des idées à partager et à venir s'exprimer. Donc demain, on aura un événement autour de l'agriculture urbaine. Après-demain, on aura un marché de producteurs locaux. On veut lancer un marché aux fleurs, donc ce sera en mars. On parie sur le fait que le lieu, il va être hors norme. Salut Bruno. Bonjour Yvan. J'ai envie de terminer sur une petite note sucrée, une petite crêpe. Alors une petite crêpe, tout est bio ici. Tout est bio et principalement venant de Bretagne. Et pourquoi vous êtes installés ici, vous tous les deux, Bruno et Lionel? Alors nous, on a eu la chance de rencontrer les gens de Ground Control l'année dernière. On a travaillé 4 mois pour au Grand Train et ils étaient déjà dans une aspiration à faire quelque chose autour du local, du développement durable et du bio. Donc c'était naturel que de participer à leur aventure. Et ça, qu'est-ce que c'est? Crêpe caramel. Crêpe sarrasin. Beurre salé, j'imagine. Ah bah Et oui. fait maison, fait Ah bah par le oui. maître, Waouh. Sur du sarrasin, ça. Hein. sur du sarrasin. Voilà.
Là, tu as un sarrasin qui est 100% bio, qui vient d'une exploitation qui n'a jamais vu de pesticides, qui est dans la même famille depuis 1904. Ouais. Et puis la recette du caramel, c'est Lionel qui, depuis 4 ans, l'a peaufiné. Il est maison le caramel Il aussi est maison, le caramel, absolument. Comme la sauce chocolat, qui est une ganache de macarons, ou plus simple, du chocolat noir et de la crème fraîche. Eh ben bravo, vraiment c'est très bon. Je vais terminer cette émission sur une note sucrée-salée. Et puis je vais inviter les téléspectateurs à voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir aussi me parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Vous en voulez? Ben vous n'en aurez pas. Je vais tout manger. Voilà. N'oubliez pas d'aller vous balader sur la promenade plantée et si vous croisez Pascal le jardinier, il est toujours partant pour un brin de causette. Table, bibliothèque ou joli meuble, Hervé vous attend sous sa voûte. Du sur-mesure, pas si cher que ça, vous verrez. N'hésitez pas à sonner à la porte de l'atelier de Michel. Sa passion est contagieuse et ses parapluies sublimes. On vous a donné envie? Ground Control vous attend, avec maintenant en plus un immense espace couvert.